Je m'appelle Arnaud Granata et aujourd'hui je suis à Paris. Je vous propose une rencontre exceptionnelle avec le designer Mathieu Lehanner. Plus de 5 milliards de personnes ont vu son travail l'été dernier puisque c'est lui qui a conçu la torche et la vasque des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est à la tête de sa propre marque qu'il a créée en 2018. Il conçoit du mobilier, des œuvres architecturales et même des espaces thérapeutiques. Pour Index Design, il nous ouvre les portes aujourd'hui de la Factory, un espace de création et d'exposition qu'il a dévoilé en 2023. Bonjour Mathieu. Bienvenue. Merci. On est content de visiter cet espace. Mais moi, je suis content de vous le faire découvrir. Moi, je dis que tu es designer, mais toi, comment tu te qualifies exactement? Moi, designer, j'adore. Ça va bien? Ouais, j'adore parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Demande à n'importe qui, qu'est-ce que c'est qu'un designer? Ouais. Veut dire designer de mode? Non, de meubles, pas que d'objets, pas que industriels. Parfois, personne ne sait. Designer, personne n'a jamais compris. Où est-ce que ça commence et où est-ce que ça se termine. Donc c'est une force pour toi? C'est une grande liberté surtout. C'est que le temps qu'on se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment du design? On est déjà loin. On peut te confier tous les Exactement. mandats. On est déjà loin. 2024, ça a été quand même une année, est-ce que je peux dire, marquante pour une chose. C'est ça. C'est ça? Ouais. Bien sûr. Marquante d'abord parce que c'était mes 50 ans. Ah, ouais. d'abord. Je ne crois pas que tu m'aies appelé pour me souhaiter mon anniversaire, moi je ne connaissais pas. Mais marquante parce qu'effectivement, les Jeux Olympiques, parce qu'on me demande de dessiner la torche, la vasque olympique et au milieu de ça même d'autres objets. Et puis c'est à la fois une aventure humaine incroyable, une aventure créative folle, et puis des tas de choses que j'avais commencé à expérimenter, à investiguer en termes de matériaux, de finition, d'événements collectifs. D'un seul coup, prenait corps et face à quelques milliards de personnes. On a dit 5 milliards de gens ont vu ces cérémonies-là. Oui, c'est compliqué de savoir exactement. Mais si tu additionnes les gens qui ont vu la torche dans un magazine, sur Instagram, à la télévision, etc., plus ceux qui l'ont vu en vrai, tu additionnes ceux qui ont vu la cérémonie, alors oui, 5, peut-être 6 milliards, peut-être un peu plus. Comment on réagit? C'est quoi l'émotion qu'on ressent quand on voit son travail admiré, partagé, relayé par des milliards de personnes? Pour moi, c'est une forme d'expérience pop. Pop, c'est-à-dire... Moi, c'est comme, encore une fois, je reprends l'exemple d'un musicien. T'es musicien, tu crées une petite symphonie, un petit morceau, un petit truc de guitare, comme tu fais tous les jours. Et puis un jour, ton petit morceau, devient un tube planétaire. Et donc, tu l'as fait avec le même enthousiasme, avec la même énergie, le même talent parfois peut-être, que tu faisais sur les autres choses. Mais là, ça devient complètement planétaire. Et quelqu'un me rappelait au moment de la vasque olympique, donc qui a volé pendant tout l'été, ce grand ballon là, qu'une fois elle passe et elle me voit, et en fait je ne regardais pas la vasque olympique, j'étais tourné, elle était dans mon dos, et je regardais les gens. Ce que je guettais, c'était moins finalement est-ce que la vasque va s'envoler que est-ce qu'il va pleurer. Voilà. Moi, ça marchait, les gens étaient très émus. Les gens étaient super émus. Les gens étaient super émus, les gens s'y attendaient pas. On a réussi à garder la chose absolument confidentielle. Ça a été compliqué parce que c'est des choses importantes et beaucoup de personnes sont impliquées. Mais cette surprise, plus cette élévation, plus cette tornade de pluie qu'on s'est prise sur la tête, aussi, et puis Céline Dion qui chante par-dessus ça. Enfin, voilà, tout ça mélangé sans que les personnes s'y attendent. Moi, rien que t'en parler, j'ai un peu les poils qui se dressent. Céline Dion, elle vient de chez nous. Hein. Ben, je sais. Bon. Je sais. Ah oui. Mais j'ai vu, est-ce que je rêve ou il y a des prototypes de l'autre côté, dans l'autre salle? Ouais, on a des on peut aller voir ça. Bien sûr. Quand j'ai vu que c'est toi qui avais eu ce projet-là, je me dis, mais comment on fait pour décrocher un mandat pareil, comme avec le comité des Jeux Olympiques? Ça a été initialement un concours. Donc ils avaient présélectionné, parce qu'ils aimaient le travail, une dizaine de designers et designeuses. Et donc on avait 3 semaines, je crois, 3 semaines pour dessiner une torche olympique, le chaudron du relais qui accompagne tout le relais et la vasque olympique. Donc un temps très court, 3 semaines pour faire tout ça. Et ensuite vous attendez de voir et un jour vous recevez un coup de téléphone en vous disant bah voilà, je t'annonce qu'on est très heureux, mais c'est toi qui vas avoir la charge de l'ensemble de ces pièces-là. Et là c'est un vertige, c'est paradoxal, c'est un vertige.
Et une petite pression. Bah, une petite sur pression, les épaules. très grande pression. Alors, on ne pense pas aux milliards de personnes, mais on pense au tic-tac du compte à rebours qui a commencé. Parce que le coup de téléphone, on est janvier 2023. Donc on est 1 an et demi avant le début des Jeux Olympiques, mais il faut qu'on livre la torche dans 6 mois, parce qu'il y a des mises au point, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'est pas encore sûr d'être capable de faire. Puis il y a un cahier des charges, j'imagine, très strict. Il y a des enjeux de confidentialité. Donc... Confidentialité totale, stricte et pas stricte. Sur la torche, regardez-les ici, sur la torche, on a, dans le cahier des charges, c'est assez simple. On dit, voilà, il faut qu'elle fasse 70 cm de hauteur. En fait, pour que, en gros, elle puisse avoir un peu de présence, mais même très concrètement, et j'avais jamais pensé, il ne faut pas qu'elle puisse me brûler les cheveux. Donc tu vois, si on l'avait eu ici, enfin, tu cours un peu comme ça. Tu vois. Donc, et on te dit, il faut qu'elle fasse moins de 2 kilos et qu'elle ne s'éteigne jamais. Ça aussi, s'éteindre jamais, c'est quand même tout ça. Ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué. Je peux essayer ça? Je sais pas. C'est un objet magique. Hein. Non, je sais, c'est quand même dingue d'avoir ça dans les mains. C'est émouvant quand même de penser que cet objet-là a été pris par... mais encore une fois, je crois que le plus émouvant, c'est quand tu vois les porteurs de flammes. Il y en a eu 11 000. 11 000 porteurs de flammes, olympiques et paralympiques. Des sportifs, des non-sportifs, des gens de la société civile, des artistes, tout ce que tu veux. Et ils sont tous, quand on leur transmet la flamme, profondément émus. Mais c'est sûr. Là, tu sens effectivement que tu es une espèce de maillon dans cette histoire-là qui existait bien avant toi, qui existera après toi. Et donc, tu es un parmi quelques milliers, mais voilà, pendant ce moment-là, c'est toi qui portes la flamme. Je ne veux pas te le rendre, mais je te le rends. Ouais, je la garde. Donc, la torche, on l'a vu, il y a cette chose magnifique, très poétique en fait. Moi, la première chose, quand je l'ai vue, il y a cette émotion que cet objet suscite. Comment on fait quand on crée un objet pour qu'il arrive à être susciter une émotion aussi forte chez les gens? On ne réfléchit pas comme un designer. On essaye de se mettre à la place de quelqu'un qui est devant son écran ou qui a la chance d'être invité à la cérémonie et en se disant mais qu'est-ce que je veux qu'il ressente? Voilà. Et moi, je ne voulais pas qu'ils se disent oh, mon Dieu que la France est forte, mon Dieu qu'ils sont puissants, qu'est-ce qu'ils sont forts, qu'est-ce qu'ils sont riches. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais qu'ils se disent wow, je ne m'y attendais pas, que je ne voulais pas de l'admiration, je voulais de l'émotion. Et donc, pendant le projet de concours, je soumets à Paris 2024 cette idée de se dire, voilà, vous sortez la cérémonie du stade, vous faites en sorte que le slogan, c'était « Ouvrons grand les jeux ». Voilà, être le plus proche possible des gens. Donc, très bien, donc sortons évidemment la vasque du stade, mettons-la ailleurs, et puis si on veut qu'elle soit visible de partout, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? On fait la vasque la plus haute du monde? Alors ça veut dire que qui a la plus grosse, quoi, tu vois, et tu montes, et machin, et tu fais... Bon, aucun intérêt, stupide. Du siècle dernier, plus d'une autre. Et donc, on se dit, mais comment faire en sorte que ce soit visible de partout? Il faut que ça vole. Ah, ok, on fait une vasque volante. Une fois qu'on se dit ça, on se dit, bah, alors comment on fait voler une vasque? Et là, on découvre que les premiers vols habités, donc les premiers ballons, premières montgolfières, ont été créées en France. Ouais, c'est vrai. Fin 1783. Donc c'est ça que je propose pendant le concours. On fait des images 3D, on fait dans le ciel de Paris, on voit que c'est beau, on voit qu'il y a la Tour Eiffel qui est là, le Grand Palais ici. Et donc quand le Louvre nous dit, mais est-ce que ça vous intéresse de vous mettre aux Tuileries? Parce que les Tuileries sont gérées par le musée du Louvre. Oh ben, on se dit, mais on n'osait pas l'espérer, madame. Ben oui, c'est quand même incroyable. En 2012, tu as signé une œuvre, un hublot en fait, dans un hôpital. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément ému, cette œuvre. Est-ce que tu veux nous en parler de ce projet-là? C'est un projet très important pour moi. La première chose importante, c'est que le commanditaire, ce n'est pas un commanditaire classique pour un designer ou un artiste. C'est un directeur d'un grand hôpital parisien. Et qui vient me voir et qui me dit, voilà, j'ai un service de soins palliatifs, donc là où en fait on va apporter les derniers soins, dernier accompagnement en fait d'une personne en fin de vie. Et il me dit voilà, l'enjeu d'un service comme celui-là n'est plus de guérir, mais d'accompagner le mieux possible les personnes en fin de vie. Accompagner, ça veut dire chimiquement, essayer d'enlever les douleurs, mais psychologiquement, accompagner. Les équipes, elles sont sans doute un peu différentes que le service d'oncologie. Et donc il dit je veux qu'on sente que c'est plus l'enjeu effectivement de la mécanique du corps pour soigner. Et il me dit voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Est-ce que c'est dans chacune des chambres? Est-ce que c'est dans l'entrée? Est-ce que c'est dans le couloir? Est-ce que c'est une salle spéciale? Je ne sais pas. Ça, c'est lui qui part. Et en fait, je reviens vers lui quelques mois après. Je prends pas mal de temps quand même pour laisser maturer l'idée. Et en disant, voilà, je voudrais qu'on installe dans chacune des chambres une fenêtre. Sauf que c'est une fenêtre qui ne sera pas comme une fenêtre ici, ouverte sur ici et maintenant, mais elle s'ouvre sur demain et ailleurs. Et ça veut dire qu'en fait, cette fenêtre est en fait un hublot avec à l'intérieur des LED et un ordinateur qui est connecté à tous les sites météo du monde. Et en fait, ça permet de te montrer ce que sera le ciel de demain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si moi, comme patient, je ne serai peut-être pas là demain, mais je sais à quoi demain va ressembler. Dans n'importe quelle ville du monde. Exactement. Et en plus, je peux demander à l'équipe, connectez-moi sur Montréal, connectez-moi sur Singapour, parce qu'à Singapour, il y a ma petite fille qui habite. Et puis le lendemain, mettez-moi sur Los Angeles, parce que j'ai mon meilleur ami qui vient de partir là-bas et j'ai envie d'être lié à lui à travers ce ciel-là. Donc c'est un projet qui est très important pour moi, parce qu'à la fin, très technique, très technologique, très compliqué à mettre en œuvre. Moi, je pourrais en parler comme d'une œuvre, mais ce que j'aime, c'est que le patient va en parler comme d'une fenêtre. Et puis l'équipe médicale va en parler comme d'un dispositif médical. Et donc chacun va le regarder d'une façon différente. Donc c'est presque le design au service d'une thérapie, design-thérapie, on pourrait dire. Et puis c'est un des derniers objets, voire le dernier, que ces personnes-là voient de leur vivant. Donc c'est celui qu'elles vont emmener quand même. Je ne sais pas où elles vont, mais c'est celui-là qu'elles vont emmener. Donc ça, c'est une responsabilité, c'est une émotion, mais effectivement, tu touches, pour moi, aux seules choses qui valent vraiment la peine. C'est-à-dire tu touches aux choses profondes qui sont être ta finitude, la peur de ce qu'il y a après, ton espérance de ce qu'il pourrait y avoir et comment je vis le moins mal possible dans ce contexte-là. En novembre dernier, tu as ouvert un pied-à-terre à New York. D'ailleurs, c'est comme ça que tu l'as appelé, pied-à-terre, en français. Oui, absolument. Est-ce que cette volonté d'expansion aux États-Unis est arrivée avec le projet des Jeux Olympiques? Non, c'était déjà arrivé avant et pour moi, j'en parle jamais comme d'une expansion. C'est-à-dire que quand j'ai commencé effectivement à travailler sous ma propre marque, le marché, si je peux dire, les clients qui ont répondu le plus vite, le plus favorablement, de façon la plus concrète, c'est le marché américain. Et donc, il y a toujours eu, pour nous, depuis le début, une sorte sans qu'on ait rien fait de particulier, on est basé en France, près de Paris, mais cette réponse extrêmement favorable. Donc, on s'est dit, il faut que nous, on fasse aussi un pas vers eux. Ils font un pas vers nous, il faut qu'on fasse un pas vers eux. Et donc, l'idée de ce pied-à-terre, c'est effectivement un très bel appartement, qui est en étage, qu'on fait visiter sur rendez-vous, mais à qui veut, et qui est entièrement meublé de nos pièces. Donc, vous avez une salle à manger, une chambre, même plusieurs chambres, un salon, une cuisine, etc., entièrement aménagé avec nos pièces. Donc, c'est une façon de répondre. Et c'est vrai que tu le notais, j'aime assez l'idée d'avoir appelé cet endroit, qui est purement français, la Factory, en hommage peut-être à Warhol, mais voilà, cette idée. Et à l'inverse, aux États-Unis, ça s'appelait le pied-à-terre. Mathieu, pour terminer, le projet que tu rêves d'avoir, de faire? Parfois, je me dis une école. Une école? Ah ouais. J'étais un élève qui s'est un peu ennuyé à l'école, à qui on a demandé à tous les élèves d'être assis sur sa chaise, bien sans bouger, qui avait envie de faire des choses, bouger, etc. Donc je pense qu'il y a des tas de choses encore à inventer, à expérimenter dans les écoles, et ne serait-ce que de réconcilier notre esprit, qui est le plus sollicité pendant l'école, et notre corps. Et c'est souvent en marchant, en marcher en se parlant, c'est souvent en marchant que les idées viennent. C'est pas toujours en se mettant à sa table et en écoutant. Donc je pense qu'on peut encore inventer des choses, depuis le stylo qu'on aura en main jusqu'au bâtiment lui-même. Ça, si tu veux me passer commande, je suis ton homme. Réinventer l'école. Réinventer l'école. Bon, j'espère te voir à Montréal bientôt. Si tu m'invites. Je vais t'inviter. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.